ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée, ma chérie. Je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait, et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen, que je vais faire venir tout de suite. Voilà. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, il y a un petit souci de son, j'ai l'impression. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits messages? Parce que j'ai l'impression que Monsieur Cohen, on l'entend un petit peu doucettement. Monsieur Cohen, vous pouvez dire 2-3 mots? Oui, je veux bien. Bonsoir à tous. Alors, Non, c'est est-ce que c'est vous pas entendez bien, les amis? Ouais, John, tu l'entends bien, toi? Ok. Bon, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, on vous entend. Alors, je tiens à saluer tout le monde et je vous annonce aussi, donc, pour ce soir, c'est une première sur TikTok en direct. Donc, vous avez la chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Pour une première diffusion, on va essayer comment dirais-je, de commencer à diffuser les chroniques sur TikTok
étant donné qu'on diffuse déjà sur pas mal de plateformes et sur Twitter, le Space, on va essayer de l'arrêter et donc de faire venir un petit peu tout le monde ici sur TikTok pour essayer d'habituer nos abonnés et nos auditeurs sur TikTok. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, on va commencer avec un... Alors, première question, avant tout, est-ce que vous avez aimé le clip, le générique? Oui, il est terrible. C'est-à-dire, il est terrible de vérité. Même, je pense, enfin, presque, il est en deçà de la vérité, parce que il y a la vérité, c'est que la moindre critique, enfin, que ce soit même, ça se passe aux États-Unis, par exemple, les étudiants qui manifestent à Harvard, mais toute critique, toute remarque relève de l'antisémitisme. C'est vraiment, les sionistes ont trouvé l'arme atomique absolue pour dissuader toute critique. Et à 80% ou 90%, elle marche. Malheureusement, je veux dire, c'est terrible. Elle joue beaucoup, cette arme. Ouais. Très bien, merci pour votre réponse à ce sujet. Donc, c'est vrai que c'est un clip qui cartonne, il a bien été monté. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Moi, je le prends en générique là depuis 2 émissions et j'ai beaucoup de retours positifs. Alors, Monsieur Cohen, je vais vous montrer une courte vidéo justement sur l'actualité en Palestine et cette initiative à la CIJ, c'est ça, la Cour internationale de justice. Voilà. Sur la place Nelson Mandela à Ramallah, les drapeaux sud-africains et palestiniens flottent à l'unisson. Ces habitants sont venus dire merci à l'Afrique du Sud, alors que la Cour internationale de justice étudie les accusations d'actes génocidaires contre Israël formulées par Pretoria. Nous disons merci à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir déposé plainte contre l'occupation auprès de la Cour internationale de justice. Beaucoup de pays ressentent notre douleur, mais l'Afrique du Sud a décidé de la matérialiser sur papier en déposant plainte. Dans sa requête de 84 pages, Pretoria condamne sans équivoque l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre, mais estime que l'État hébreu a rompu ses engagements sur le génocide pris auprès des Nations Unies. Selon l'Afrique du Sud, les actions israéliennes à Gaza sont destinées à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. Des accusations rejetées par le président israélien. Il n'y a rien de plus atroce et grotesque que cette affirmation. Et ici, avec l'hypocrisie de l'Afrique du Sud, nous serons devant la Cour internationale de justice et nous présenterons fièrement notre cas de recours à la légitime défense. Des représentants des deux pays doivent s'exprimer devant le tribunal ce jeudi et ce vendredi. L'Afrique du Sud devra présenter des preuves concrètes de ce qu'elle avance. Ils devront prouver que des actes de génocide ont été perpétrés. Cela comprend le fait de tuer des membres d'un groupe protégé ou entraîner de graves blessures corporelles et mentales aux membres d'un groupe protégé ou affecter leurs conditions de vie pour les détruire. Comme l'Afrique du Sud a déposé une procédure d'urgence, la Cour internationale de justice pourrait se prononcer dans quelques semaines. Ces décisions sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun pouvoir pour les faire respecter. Et pendant ce temps... Alors, d'abord, je voudrais savoir, donc sur TikTok, vous entendez bien? Là, j'ai réussi à augmenter le son. Normalement, ça devrait être mieux. Monsieur Cohen, allez-y. Oui, bon, d'abord, je regrette que ce soit un reportage de France 24, parce que France 24, il est, il est partie prenante pour Israël. Voilà, donc c'est un média du système. C'est un média français qui représente le ministère des Affaires étrangères ou le gouvernement français. Et donc, moi, ça m'a fait tiquer, par exemple, en disant que oui, il devra prouver, etc. Enfin, donc, il s'était obligé d'en parler, mais en essayant d'amortir le choc et en essayant d'équilibrer ce qui ne peut pas l'être. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Bon.
c'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, bon, c'est vrai, d'abord, la Cour internationale de justice a été créée, c'est un organisme de l'ONU. Donc, la plupart des pays membres de l'ONU, je crois que c'est les 2 tiers des États ou les 3 quarts des États membres de l'ONU sont membres, ont accepté la juridiction de la Cour internationale de justice. Et donc, Israël ne peut pas se dérober au jugement. Je rappelle que la Cour internationale de justice a rendu un avis sur le mur construit par Israël et qui entourait la Cisjordanie. Mais à mon avis, c'était un avis consultatif, ce n'était pas un arrêt. Et qui avait critiqué le mur, donc qui est resté sans effet. Cette fois-ci, le dossier, d'après vraiment les experts qu'on entend ici ou là, enfin les experts objectifs bien sûr, le document d'Afrique du Sud, présenté par l'Afrique du Sud, est explosif. Très bien documenté, 84 pages, dont 6 pages de citations de responsables politiques israéliens, quasiment annonçant le génocide ou le défendant ou le nettoyage ethnique, etc. Donc, de ministres, de parlementaires, avec des vidéos, il paraît que c'est accablant. Bon, le texte existe en anglais, j'ai pas vu, mais j'ai entendu des commentaires. C'est vraiment un document explosif. Voilà. Ils ont fait du très bon travail. Bon, c'est là aussi ce qui est dommage, c'est que l'Afrique du Sud est seule. Je veux dire, bon, aujourd'hui, j'ai vu qu'il paraît que la Ligue arabe a décidé de se joindre à l'Afrique du Sud. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire et malheureusement, je crois que c'est juste un effet d'annonce sans, sans grand effet parce que l'Afrique du Sud a préparé un dossier vraiment bien ficelé. Et d'ailleurs, il y a énormément d'inquiétudes en Israël parce que l'Afrique du Sud demande des mesures d'urgence parce que pour arrêter le génocide, parce que l'arrêt de la Cour peut prendre 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu comme un référé, disons. L'Afrique du Sud demande des mesures d'urgence. Bon, il est évident que si l'Afrique du Sud rend un arrêt défavorable à Israël, le problème, c'est que, bien sûr, ça sera une tâche terrible sur Israël, mais malheureusement, enfin, l'inconvénient avec cet arrêt, c'est que il faudrait après passer par l'ONU pour imposer soit des sanctions, soit des mesures, soit l'exclusion d'Israël, etc. Et là, évidemment, il y a l'Amérique et l'Occident qui ne le permettront pas, qui feront tout pour s'opposer à toutes sortes de mesures. Enfin, on verra. De toutes les façons, si l'arrêt condamne Israël, si l'arrêt dit il faut prendre des mesures d'urgence pour arrêter le génocide, je crois que les Israéliens seront vraiment, vraiment dans leurs petits souliers et leur situation internationale, qui est déjà difficile, deviendra vraiment intenable. Cette semaine, j'ai posté un article d'un média israélien, donc on ne peut pas les accuser d'opportunisme ou de mensonge, affirmant que la Chine prend des mesures depuis quelques jours ou quelques semaines de boycott déguisé d'Israël. D'abord, il y a eu l'affaire des navires qui voulaient passer par la mer Rouge, par le détroit de Bab el-Mandeb, et ces navires avaient demandé l'aide de la Chine
qui les a refusés. Et cette semaine, on a appris que, les sources israéliennes, hein, que la Chine, qui était vraiment un très bon client d'Israël, d'ailleurs, moi j'ai toujours cru que la Chine n'abandonnera jamais, disons, ses relations privilégiées avec Israël, mais à la limite, la Chine, je veux dire, Israël, c'est epsilon sur le plan du commerce international, sur le plan même de l'armement, etc. C'est epsilon, alors que la Chine veut étendre ses relations avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, avec les BRICS, peut très bien sacrifier Israël. Et donc, cette semaine, on a appris qu'il y a, bon, la Chine ne parle pas de boycott, mais à la chinoise, c'est-à-dire on a du mal à fournir certains matériaux, etc. Et donc, c'est un boycott déguisé, et c'est un peu ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 semaines, c'est qu'il y aura probablement à l'avenir, même si on ne peut pas punir Israël de façon directe, sur le plan économique ou militaire, mais de manière affichée, mais il y aura un désengagement probable, progressif, de pas mal de pays qui commerçaient allègrement avec Israël, qui va devenir un peu le paria de la communauté internationale, même si l'Occident, on connaît l'aveuglement de l'Occident, par exemple, qui continue à soutenir l'Ukraine coûte que coûte, et qui continuera à soutenir Israël pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir. Mais, disons, le reste du monde va prendre des positions, est en train de prendre des positions de plus en plus, de plus en plus pratiques de sanctions ou de détachement. Et d'ailleurs, Israël est en train de payer un prix économique absolument colossal, ce dont les médias ne parlent pas. Enfin, de toute façon, en France, il ne faut pas s'attendre à ce que les médias en parlent, mais on estime que les pertes économiques à cause de la guerre, parce qu'il y a 100 000 ou 200 000 travailleurs qui ont été obligés d'aller faire la guerre, dont des réservistes. Il y a toute la population, toute la région du nord et du sud ont été évacuées, peut-être 100 000 ou 150 000 personnes. Donc il a fallu les héberger, il a fallu les dédommager. Il y a énormément d'activités. Le tourisme, alors qu'Israël reçoit 5 ou 6 millions par an, le tourisme est au point mort. Et l'activité est quasiment, enfin, elle est pas mal arrêtée. Et donc, on estime que déjà, il y a 50 milliards de pertes pour l'économie israélienne. Bon. L'Amérique, elle est dans une situation difficile, et même si l'Amérique va probablement prendre en charge une partie des pertes, mais et on ne voit pas de solution en fait. Aujourd'hui, il y a eu l'Afrique du Sud à présenter le réquisitoire. Bon. Et bon, j'ai vu une partie, enfin quelques minutes seulement, qui avait l'air vraiment, enfin très très structuré, très documenté. Demain, Israël présentera sa défense. Bon, leur défense, c'est nous sommes en état de légitime défense. Jamais le peuple juif qui a connu le génocide ne commettrait un génocide. C'est absurde, c'est honteux, etc. Bon, ils vont ressortir tous les principes moraux. Sauf qu'aujourd'hui, on est devant un vrai tribunal. Ce n'est pas comme la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est un instrument aux mains de l'Amérique. Ça veut dire que ce sont des procureurs qui sont payés par les États-Unis et donc ils savent que leur carrière et leur avenir dépendent du bon vouloir américain. La Cour internationale de justice, ce sont des juges en fin de carrière, des juges qui ont eu une carrière nationale très très élevée, enfin très pointue, et donc qui sont choisis, nommés par l'Assemblée générale pour leurs compétences, etc. Donc ce sont des vrais juges qui jugent
selon le droit, en leur âme et conscience, ils ne subissent pas des influences extérieures. Et là vraiment, on va avoir, on espère que dans quelques jours, la Cour se prononcera sur l'urgence de prendre des mesures pour arrêter le génocide pendant qu'il en est encore temps. Et donc, on attend quelques jours, et là, on verra comment, parce que les États-Unis aussi, il y a la complicité de crimes. Donc, les États-Unis seront sur la sellette. Vu la situation internationale dans laquelle ils se trouvent, ça va être de plus en plus compliqué pour les États-Unis, responsables, co-responsables, complices d'un génocide en fournissant les armes, etc. Je pense qu'on assiste quand même à un tournant, sauf que, encore une fois, c'est un tournant qui mettra du temps à se concrétiser, à se réaliser, tout simplement parce que lorsqu'on viendra, mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, mais il faut penser que les mesures concrètes feront l'objet de votes et de veto, etc. Bon, s'il y a des questions, sinon je pourrais éventuellement continuer sur la situation actuelle. Voilà, excusez-moi. Je disais, là, vous m'entendez? Oui, oui. Je disais donc, quand l'Afrique du Sud avait décidé de déposer cette plainte devant la CIJ, vous avez eu la réaction du président israélien qui trouvait justement que c'était atroce et absurde. Oui. Que pensez-vous de cette réaction et comment Israël va-t-elle se défendre face à ces accusations? Comme je l'ai dit, ils vont ressortir la Shoah. Ce que j'ai entendu, par exemple, il y a une revue de presse israélienne que j'ai entendue ce matin. Leur principal argument, c'est que comment un pays, nous qui avons tellement souffert, qui avons subi les génocides, qui savons ce que c'est, comment pouvons-nous commettre un génocide alors qu'ils tuent des centaines d'enfants chaque jour? Enfin, c'est juste incroyable leur mépris du Palestinien, leur aveuglement, leur arrogance, alors qu'il y a des vidéos. Enfin, l'Afrique du Sud a montré des tas de choses. Et donc, leur principale défense, c'est ça déjà. C'est-à-dire que nous sommes en état de légitime défense, nous avons beaucoup souffert, nous avons subi un génocide et jamais nous sommes un peuple moral. Enfin, vous connaissez le discours. Mais devant les preuves accumulées par l'Afrique du Sud, ça sera difficile de baser une défense uniquement sur les principes. Bon, sur les déclarations des ministres, des officiels qui avaient déclaré par exemple que les Palestiniens sont des animaux, qu'on va leur couper l'eau, l'électricité, les médicaments, ça c'est un fait. Il y a un ministre de la Défense qui l'a dit. Et ça a été suivi des faits. Bon, alors ils disent que non, ce sont des excès verbaux, etc. Donc, vraiment, la défense d'Israël, au niveau politique, ça peut marcher. C'est-à-dire devant le Conseil de sécurité ou devant l'Assemblée, enfin devant un espace politique, diplomatique, ça peut marcher. Mais pas devant des tribunaux, des juges. Parce que les juges, ils ne jugent pas sur les paroles, les bons mots, etc. Ils jugent sur les actes, sur les faits. Et là, les faits sont implacables. Je veux dire, combien on a détruit tous les hôpitaux, quasiment tous les hôpitaux. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la légitime défense? On peut très bien prétendre qu'il y a eu un membre du Hamas dans un hôpital, etc. Bon, mais tous les hôpitaux, je veux dire, c'est quand même incroyable. Une centaine de journalistes ont été assassinés. Vous savez que, par exemple, la justice israélienne a interdit il y a 2 jours à la presse internationale de se rendre à Gaza. Ça, c'est la justice israélienne. Donc, c'est une manière de dire
nous ne voulons pas d'observateurs internationaux qui peuvent dire ce qui se passe. Donc vous imaginez quand même, voilà un pays qui interdit à la presse internationale de se rendre à Gaza. Et c'est une décision de la justice sioniste. Ça veut dire de la justice soi-disant d'un pays démocratique, la justice que les manifestants avaient défendue, etc., etc. Bon. Donc je crois que le dossier Israël-Palestine devant la CIJ, il est à 95%, enfin à mon avis, extrêmement défavorable à Israël. Il n'y a pas photo. Je veux dire, d'un côté, il y a vraiment un pays qui veut, et non seulement tuer, mais expulser. Il y a eu combien de déclarations favorables à l'expulsion, ou bien des déclarations, des négociations avec le Congo, avec des pays africains, avec l'Europe, etc., pour accueillir. Aujourd'hui, ils ajoutent pour les Palestiniens qui voudraient partir volontairement. Bon, quand on subit des bombardements pendant 3 mois, quand il n'y a plus d'électricité, d'eau, etc. Donc, je pense que devant un tribunal, les arguments, vous savez, pleurnichards des Israéliens ne fonctionneront pas. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, vous aviez parlé de la Shoah. J'ai un commentaire là. Je voudrais que vous réagissiez à ce commentaire, s'il vous plaît. Bon, ben, ça dépend. D'accord, enfin, été interprète, le mensonge Shoah est énorme. Enfin, écoutez, on va mettre les choses au clair. D'accord, voilà. Moi, j'ai déjà subi 2 interpellations de la police judiciaire. D'accord. Bon. Donc, je suis dans la ligne de mire. Donc, je sais à quel point. Voilà. Et je me souviens, la 2e fois, c'était pour des tweets sur la Shoah. Donc, je préfère ne pas dire un mot qui pourrait me valoir une autre convocation devant la justice. Voilà. Je pense que chacun peut se faire, comment dire, son opinion. J'ai une vidéo que j'ai faite au Maroc il y a 3 ans qui s'appelle sur la Shoah, mais j'ai oublié le titre. Je crois que c'est la nouvelle religion de la Shoah ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, donc je m'exprime là-dessus. Les gens peuvent aller la retrouver sur mon site YouTube. Et voilà, donc je souhaite ne pas prêter le flanc à des gens qui ont les moyens juridiques, financiers, et qui veulent emmerder le monde. Voilà, par exemple, cette semaine, j'ai publié un post disant que Patrice Divisio est l'objet, par exemple, d'une plainte judiciaire par un organisme juif ou sioniste parce que dans un tweet, il a critiqué Israël. Donc, ils sont vraiment sur les dents et ils sont prêts à attaquer n'importe qui. D'ailleurs, j'ai appelé le poste la traque des opposants. Donc, je ne veux pas leur offrir cette joie de me poursuivre. Voilà. Je les emmerde. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie de leur offrir cette joie. Voilà. D'accord, j'avais bien compris, monsieur. Il faut rester dans le cadre de la loi. Je comprends tout à fait. Alors, juste avant de donner ou de faire réagir, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas d'ailleurs sur TikTok ou sur les autres plateformes. J'ai Jeff qui est en coulisses. Apparemment, tu as un souci avec ton micro ou ta cam. Il faut que tu connectes ton micro ou ta cam pour que tu puisses interagir avec nous. Donc, on aura la réponse, du moins la réponse, on aura la défense demain du côté israélien. Voilà. Et la semaine prochaine, la Cour se prononcera
sur la demande de mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud. Et ça sera très important. Parce que si la Cour dit, oui, il faut que, il y a une urgence à stopper l'agression qui équivaut à un génocide, ça sera vraiment un tremblement de terre quand même. Voilà. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, sur TikTok, est-ce que John ou Samsoul veut réagir? Bonsoir, Cohen, comme tout le monde. Je pensais en fin de compte, même si la Cour se prononce en faveur, comment cette Cour aurait les moyens d'agir ou d'empêcher Israël de continuer à attaquer, etc. Voilà. C'est-à-dire que la Cour transmet le dossier aux organes de l'ONU. Ça veut dire le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, parce que la Cour, c'est un tribunal qui n'a pas d'armée. Donc, c'est comme un tribunal partout. Hein. Il prononce une sentence et c'est aux organes de l'État à la mettre en œuvre. Donc, ça sera aux organes de l'ONU à mettre cette sentence à l'œuvre. Et c'est là où, à ce moment-là, où on verra probablement, parce que quand même, la Cour, c'est pas la CPI, la Cour internationale de justice bénéficie d'abord d'une très très large audience, parce qu'il y a les 2 tiers ou les 3 quarts des États qui en sont membres. Elle est très indépendante, elle est très respectée, c'est un vrai tribunal, c'est pas du tout un organe politique. Donc, même si les États-Unis ou l'Occident auront beaucoup de mal à ne pas respecter, par exemple, si elles décident une mesure d'urgence d'arrêter le génocide, on voit mal quand même, les pays européens seront très très mal à l'aise d'empêcher d'empêcher l'application de cette sentence. Mais encore une fois, tout dépendra, on passera d'un palier juridique à un palier politique ou diplomatique. Et là, à ce moment-là, le droit de veto va jouer, les positions les positions politiques vont jouer, mais avec beaucoup de mal, c'est-à-dire que lorsqu'on a un arrêt qui a l'autorité d'un tribunal suprême comme la CIJ, on aura vraiment du mal à dire non, c'est pas vrai, etc., parce que c'est pas possible. Voilà. Et donc, ça sera quand même si les États occidentaux essaieront de limiter les dégâts, mais ils auront beaucoup de mal, comme aujourd'hui, à continuer à défendre ou à livrer, par exemple, comme les États-Unis, à continuer à livrer des armes pour mener le génocide. Alors, monsieur Cohen, sur les 15 juges de la CIG, il y a un juge français. Qu'attendre de ce juge, connaissant la position française vis-à-vis d'Israël? Pardon, je n'ai pas très bien compris. Sur les 15 juges de la CIJ, il y a un juge français. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, sachant qu'on connaît les positions de la France vis-à-vis d'Israël? Non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, ce sont des juges qui sont nommés. Il peut y avoir, je ne connais pas la nationalité, mais ce juge français, il n'obéit pas. Ce n'est pas un diplomate. Il a fait sa carrière de juge et il a été nommé à la CIJ pour ses compétences juridiques, juridictionnelles, son savoir, etc. Et il prend les décisions en son âme et conscience en fonction du droit. L'État français n'a pas à lui envoyer des recommandations ou des suggestions, etc. Ils sont totalement, en principe, ils sont totalement indépendants. Voilà. Très bien, merci. Alors, avec nous sur YouTube, j'ai Jeff, je vais lui donner la parole. Bonsoir, on m'entend bien? Ouais, Inch'Allah. Ouais, bonsoir, on vous entend. Allez-y.
Ok, bonsoir à tous les deux. Merci de permettre aux gens d'interagir avec vous. Je vais être concis dans ma question. Moi, j'ai une question sur l'impact du conflit sur la présidentielle américaine. La question que je voulais poser par rapport à ça, c'est de savoir si finalement, est-ce que la poursuite du conflit ne risque pas d'handicaper le camp démocrate, Biden risque peut-être de se brouiller avec une partie de sa base électorale. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que l'administration Biden, comment dire, n'en fait pas plus, n'essaie pas de faire plus de pression dans l'optique des présidentielles? Est-ce que finalement la poursuite du conflit ne sera pas gênant pour les démocrates dans l'optique de la réélection de Biden? C'est ma question. Alors, vous savez, j'écoute quelques experts américains comme Scott Ritter, comment il s'appelle, le colonel McGregor, le Judge Napolitano, Marsheimer. Et donc, tous, ils affirment que, Marsheimer est un très, très grand connaisseur. C'est un grand universitaire très respecté qui a publié avec un collègue il y a une quinzaine d'années l'influence du lobby sioniste sur la politique étrangère américaine. Voilà, c'est un énorme pavé. Et donc, ils disent tous que la politique américaine est à 90% contrôlée par le lobby sioniste. C'est-à-dire que 90% des députés, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau local, ou national, ou étatique de chaque État, le lobby est tellement puissant que le lobby va voir un candidat et lui dit, voilà, ou tu es pour Israël, ou on va financer ton adversaire jusqu'à ce que tu tombes. Et donc, 90%, que ce soit qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est du pareil au même. Le pays est aux mains du lobby sioniste. Voilà. C'est-à-dire, le pays, la classe politique est aux mains du lobby sioniste. Vous savez qu'il y a même des États, j'ai oublié les noms, vous savez, des États qui ont publié, qui ont voté des lois disant que si on est pour le BDS, le boycott d'Israël, on ne peut pas avoir un travail dans cet État, un travail public. C'est dire à quel point le lobby impose une terreur, une vraie terreur sur la classe politique. Et on le sait, mais c'est comme ça, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart, l'écrasante majorité des politiques font de l'émulation pour défendre Israël. Donc, le Parti démocrate, c'est vrai qu'il va avoir des problèmes avec sa base. Par exemple, vous savez qu'il y a des chefs musulmans, il y a une très grande communauté musulmane très bien intégrée aux États-Unis et qui ont dit « nous ferons battre Biden ». Ça veut dire, vous savez, avec le système américain où chaque État élit un nombre de votants qui vont se réunir plus tard pour voter pour le président. Donc, il suffit de faire déplacer 1 ou 2% dans un État clé pour que la majorité passe d'un parti à l'autre. Donc, bien sûr, le Parti démocrate est conscient de ça. Mais il ne peut pas. Il est pris dans son soutien inconditionnel à Israël. Il ne peut pas faire autrement. Enfin, quand je dis le parti, ça veut dire l'élite démocrate, les députés, etc. Et donc, c'est pour ça que même si Biden le voulait, même si des congressistes américains le voulaient, ils ne le pourraient pas parce qu'ils savent qu'ils jouent leur élection. Voilà. Et de toutes les façons, même si le Parti démocrate perd, à la limite pour Israël, c'est presque du bénéfice parce que les républicains sont encore plus pro-israéliens que les démocrates. En fait, c'est tout le système américain, malheureusement, qui est gangréné par l'influence sioniste. Et en tout cas, pour le moment, je ne vois pas, même Trump, vous savez, Trump, il ne faut rien attendre de Trump s'il est élu. Donc, le système est tel qu'ils sont tenus. Voilà. Toute cette classe politique
est tenu. Et donc, on voit mal comment. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que ça bouge chez les démocrates, enfin, dans une partie des démocrates, mais si le Parti démocrate perd, de toute façon, il n'a pas le choix. Je veux dire, vous mettez à la place d'un congressiste américain, un membre de la Chambre des représentants ou un sénateur, s'il déconne, ça veut dire s'il dit ouais, Israël, etc., ben, il sait qu'on va lui mettre un adversaire et il perdra certainement. Et l'intérêt d'un homme politique, c'est de se faire réélire. Donc on est dans une impasse presque totale, quoi. Merci, Monsieur Cohen. Je vais donner la parole sur TikTok à John. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Cohen. Juste une petite question à vous poser concernant la mise en place au poste de Premier ministre de Gabriel Attal qui a remplacé Madame Bornstein, et aussi sur le fait aussi que, par exemple, Émilie Gomis a été évincée au poste d'ambassadrice au JO de Paris. Oui. Est-ce que vous avez parlé de... comment dire, c'est quoi les propos que vous avez tenus j'ai oublié le propos que vous avez tenu. Bref, en gros, il y avait une sorte de pression et de menaces faites par les lobbies pro-sionistes et pro-israéliens. Est-ce qu'on pourrait dire que la France est une colonie israélienne aujourd'hui ou pas? Ben, la France a commencé à être une colonie israélienne depuis 60 ans, en fait. Vous savez, les Sayanim ont été créés en 1959. Les Sayanim, ce sont des juifs nationaux en France, mais il y en a aux États-Unis, en Angleterre, etc., en France, qui ont reçu instruction du Mossad, qui relèvent du Mossad, et on leur a dit, voilà, vous allez vous organiser pour défendre Israël. Là où vous êtes dans les médias. Donc, s'il y a un Arabe qui se présente, vous l'excluez. S'il y a un Français qui a envie qui critique Israël, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Il y en a en franc-maçonnerie. Ils ont créé une loge qui s'appelle l'Étoile de la Paix. Il y en a dans la publicité. Il y en a dans l'économie. Et ce travail qui a été mené depuis plus de 60 ans, on voit les résultats aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils tiennent quasiment... ils sont dans tous les secteurs importants et ils tiennent des positions clés très importantes. Et donc, effectivement, le système politique français, il est ficelé, il est tenu. Voilà. Il est tenu par des années, des décennies de soumission, d'acceptation. Et donc, aujourd'hui, on voit le résultat. On le voit. Il est là, le résultat. Voilà. C'est un travail d'infiltration, de contrôle, un travail de sape. Attends, Jonathan. Et donc, voilà, on voit le résultat. Bon, vous m'avez posé une question sur Attal. Vous savez, c'est du cinéma. Enfin, je veux dire, j'ai oublié le titre d'un livre de, je crois que c'était Guy Debord, La Société de spectacle. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est ça, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on amuse la galerie. Et les médias font semblant de dire, enfin, de dire oui, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que ça va changer, etc. En fait, soyons sérieux, ça changera absolument rien du tout, mais ça fait oublier les vrais problèmes. Qui c'est qui parle aujourd'hui des grosses manifestations en Allemagne? Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur les 2 millions et demi, ou je crois, enfin, je ne sais pas combien non, plus que ça, 200 millions de vaccins qui ont été jetés parce qu'ils étaient périmés, on en a trop acheté. Les milliards qu'on a dépensés pour les vaccins, pour les tests, on aurait pu construire, regardez aujourd'hui, l'hôpital Georges Pompidou, il fait la Manche pour acheter un scanner qui vaut 1,5 million d'euros. Le plus grand hôpital de Paris qui fait la Manche,
qui demande la charité publique pour acheter un scanner à 1,5 million. Alors que d'un autre côté, il y a un scandale du PSG où Darmanin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais allez voir ça sur le média ou sur Blast, enfin un des deux, où Darmanin a fait jouer ses relations il y a 2 ans ou 3 ans. Quand Neymar est venu en France, il a dû payer 200 millions pour racheter son contrat, etc. La sécurité sociale, les cotisations sociales auraient dû toucher entre 60 et 140 millions. Et bien, Darmanin a fait jouer ses relations pour que le PSG ou Neymar ne paye pas. Donc, en fait, on est dans un pays pourri où vraiment la corruption gangrène le système. On a dépensé des dizaines de milliards pour rien, pour des tests, etc. Mais on nous dit « Ah, il est jeune, il est beau, il est… » et les médias, évidemment, c'est leur gagne-pain, c'est la courroie de transmission. Pour moi, c'est le cirque qui continue. Et voilà, c'est triste à dire. Je trouve même que se poser la question, est-ce que Attal est bien ou pas bien, est-ce que ça va changer, c'est vraiment faire le jeu du système, tomber dans le panneau, parce que nous, le peuple, on ne gagne rien à ce genre de cirque. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une autre question du gars, je crois. Je sais pas. John, tu avais autre chose là? Comment ils ont réussi justement à être partout et nulle part à la fois? Et surtout, moi, ce qui m'aberre, c'est qu'à chaque fois, il nous sort cet argument de oui, mais comment ça se fait qu'on s'en prend à nous alors qu'on n'est que 1% de la population? Ils se défendent. Moi, à la limite, je leur tire mon chapeau, ils savent se défendre. Moi, ce que je regrette, c'est que d'autres, je pense par exemple à la communauté maghrébine, qui représente 5 ou 6 millions de personnes, avec des dizaines de milliers d'intellectuels, d'avocats, etc., je regrette, ils ne se défendent pas. Et donc, voilà, vous savez, la dialectique, c'est quoi la dialectique? Pourquoi il y a un maître? Parce qu'il y a un esclave. Le maître ne peut pas exister sans l'esclave. Bon, eh ben, il y a des populations qui pourraient résister et qui ne le font pas. Donc, on laisse le champ libre au maître. Voilà, donc c'est une question de… il faut s'organiser aussi. Voilà. Et donc, on leur a laissé… On leur a tellement laissé les mains libres, le champ libre, que si… Vous savez, moi, quand j'ai parlé la première fois, moi, j'ai découvert les Sayanim dans les années 90. C'est-à-dire, j'ai lu des livres et j'ai réalisé qu'il y avait des Sayanim, etc. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'aucun journaliste, parce que j'étais le premier à introduire en 2010 le terme de Sayanim. Avant, on ne l'utilisait pas, personne ne l'utilisait, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, les gens disent Sayan, Sayanim, c'est rentré dans le langage courant. Mais moi, je me suis posé la question, comment ça se fait? Il y a dû y avoir des journalistes, des intellectuels. Enfin, c'est pas possible. Je n'étais pas le seul à tomber sur les livres de Gordon Thomas ou de Ostrovsky, etc. Mais, et c'est ça, quasiment le génie de ce lobby, c'est qu'ils ont réussi à faire peur aux gens, à donner la trouille aux gens. C'est-à-dire que j'imagine un journaliste découvrant les Sayanim et se disant, dans les années 90, se disant, oulala, ça c'est de la dynamite, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà. Et donc, en fait, ils sont tellement forts que rien que l'idée de parler de Sayanim, ça terrorise les journalistes, ça terrorise les gens. Voilà, bon, ils y sont arrivés parce qu'ils sont bien organisés et ils se défendent. Je veux dire, quand ils regardez, je sais pas, je peux citer 100 exemples, mais le cinéma, vous savez, Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage en 2000. Bon, il avait un projet, il l'a présenté. À l'époque, il n'était pas, il n'était pas banni,
il n'était pas persona non grata, il n'avait pas encore fait son fameux sketch. Donc il était très bien vu. Mais dans son projet, il a voulu faire un film en 2 minutes sur l'esclavage et il a présenté le dossier à la commission d'avance du cinéma. Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle. La commission d'avance sur recette, voilà. Voilà, l'esclavage. Enfin bon. Et qui était à la tête de la commission d'avance sur recette? Bernard-Henri Lévy. Et BHL a dit, pas question, parce qu'il va nous faire concurrence, une concurrence victimaire. Donc, ils réussissent à placer leurs gens, leurs personnes. Voilà, ils sont à la tête, ils sont là où il faut. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après 65 ans de travail comme ça, et contrôle tout, ce qui fait que dès que quelqu'un ose dire quelque chose de travers, on lui tombe dessus. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y avait Oui. une question sur le chat concernant justement la situation pour les Gazaouis. On a eu la visite du porte-parole de l'Union européenne en Égypte pour justement autoriser à ce qu'il y ait 1 million de Gazaouis qui viennent en Europe. Oui. Est-ce que, voilà le plan. est-ce que vous en avez entendu parler déjà Oui. et donc, est-ce que ça va se mettre en place? Non, j'ai entendu, je n'ai pas entendu cette nouvelle de cette façon-là, mais moi, ce que j'avais entendu, c'est que Ursula von der Leyen avait dit, il y a quelques jours, que l'Europe est prête à accepter 1 million de Gazaouis. Donc, le plan de nettoyage ethnique, il est toujours à l'ordre du jour. Pour les Israéliens, ils n'ont pas du tout abandonné. D'ailleurs, ces bombardements aujourd'hui qui continuent, c'est pour écœurer, enfin, voilà, et l'opinion, enfin, soi-disant les pays occidentaux, ils voudraient venir en aide, une action humanitaire. Mais en fait, pour Israël, pour le régime sioniste, le nettoyage ethnique est leur but de guerre, est un de ses buts de guerre. Voilà. C'est-à-dire vider la bande de Gaza de sa population, peut-être pas entièrement, mais s'ils arrivent à vider, et moi, à mon avis, enfin, à moins d'un bouleversement qui viendra, par exemple, de la Cour internationale de justice ou autre chose, mais leur obsession, c'est de vider Gaza de ses habitants. Voilà. Et donc, il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour rendre, de toute façon, même quand la guerre va s'arrêter, elle pourrait s'arrêter dans quelques jours, la situation deviendra tellement intenable de vie. Comment faire vivre 2 millions de Gazaouis, ou 2 millions et quelques, dans un pays, dans une zone où il y a plus de logements, où il n'y a plus d'hôpitaux, où il n'y a plus d'écoles, enfin, où il n'y a plus d'administration, tout a été, où l'université a été détruite, etc. Comment vont vivre ces gens-là? Et donc, à ce moment-là, il y aura, à mon avis, bon, bien sûr, sous l'influence israélienne, l'Europe dira oui, il faut quand même soulager ces pauvres Palestiniens, on va les aider à s'établir ailleurs dans la sécurité, etc. Mais c'est un plan de nettoyage ethnique qui se met en marche. Et malheureusement, enfin, en tout cas, pour le moment, il n'est pas réalisé, mais je crains qu'ils se mettent. Enfin, si ça continue, je crains qu'ils ne reçoivent un début d'application parce qu'ils ont des complices. Regardez l'Europe. Est-ce que l'Europe aurait reçu 1 million je ne sais pas moi, d'Afghans ou d'Irakiens ou d'Africains? Pas du tout. Mais c'est un geste pour aider, pour complaire à la politique de Netanyahou. Voilà. Alors, ne trouvez-vous pas quand même que l'édifice Israël commence timidement à laisser apparaître des fissures? Ah, il y a des fissures terribles. Il y a des fissures. Mais le problème, c'est que personnellement, je ne crois pas
à un écroulement voilà. C'est-à-dire, il y a des fissures, mais je ne crois pas à un écroulement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des difficultés économiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y aura probablement. Enfin, on ne sait pas encore l'impact que ça aura lorsqu'on découvrira qu'il y a des centaines ou des milliers, si on compte les blessés, c'est par milliers de soldats qui tombent, peut-être pour rien, c'est-à-dire pour obtenir quoi finalement, lorsqu'on découvrira ce qui s'est passé réellement le 7 octobre, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne le savent pas, qui continuent à croire que le Hamas a commis des viols, a détruit avec des fusils, ils ont détruit des voitures et des immeubles, etc. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir un régime sioniste qui se recroqueville dans son extrémisme, c'est-à-dire que ceux qui ont gardé une certaine, comment dire, une certaine vision des démocrates, libérales, libertaires, tolérantes, vont ou partir ou fermer leur gueule, parce qu'il y a même des milices en Israël aujourd'hui qui oppriment même les Israéliens qui pensent mal. Donc on va vers une société fascisante, mais le risque, c'est d'avoir une société fascisante qui se renforce et donc qui ne voudra faire aucune concession et qui voudra aller jusqu'au bout de sa folie. Voilà. Et je crains que ce pays, tel que je l'imagine qui va devenir, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de pays, enfin, que l'Occident, en tout cas par exemple, n'ose pas, ou d'autres pays n'oseraient pas vraiment réprimander ou arrêter ou boycotter, etc. Voilà. Je crains beaucoup cette issue-là, plutôt. Oui, donc sur l'échiquier international, ils ont encore quand même pas mal de pions. Ils sont encore pas échec et mat. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr, bien sûr. Il reste. Enfin, regardez la timidité des réactions. Enfin, quand même. Enfin, je veux dire, bon, je ne parle pas du monde arabe et du monde musulman. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. L'Europe, voilà, l'Amérique. En dehors de quelques pays, vraiment. Je ne parle pas des manifestations. Vous savez, bon, les manifestations, c'est bien, mais bon, je veux dire, c'est pas ça qui va faire bouger les choses, à mon avis. Hein. Donc, mais au niveau étatique, il y a combien d'États, de gouvernements ont réellement pris des mesures? Il n'y a pas beaucoup. Hein. Israël reste quand même un acteur international qui compte, qui fait peur, dont on a peur, parce qu'il a des moyens, et il est cynique, il est capable de tout. Voilà, donc on est très timoré vis-à-vis de cet État. Regardez par exemple la position de l'Égypte, je veux dire, qui est même incapable de dire à Israël, j'en ai rien à faire, je lance des camions dans Gaza, des camions humanitaires, et si vous les bombardez, on répond. Voilà. C'est pas grand-chose, ça, finalement. Je veux dire, voilà, enfin, je ne sais pas comment un pays comme l'Égypte peut laisser. Je lui demande pas d'entrer en guerre, mais de dire je vois des camions humanitaires et coûte que coûte. Même, et je suis sûr qu'à ce moment-là, Israël reculera. Parce qu'il ne peut pas se permettre Israël, par exemple, de faire la guerre à l'Égypte. Ce n'est pas possible. Il est déjà dans une situation militaire extraordinaire, enfin terrible pour lui. Et si l'Égypte dit, si vous ne laissez pas entrer mes camions, eh bien, s'il faut la guerre, mais Israël sera balayé à ce moment-là, si l'Égypte entre en guerre. À ce moment-là, il y aura la Syrie, etc. Donc, ils n'osent même pas, enfin, l'Égypte n'ose même pas dire, j'envoie des camions humanitaires coûte que coûte. C'est juste, enfin, ça dépasse l'entendement. Voilà, ça dépasse l'entendement.
Alors, Monsieur Cohen, on a deux intervenants sur YouTube. Du moins, non, on a Jeff qui veut vous rebondir, vous poser une question. Juste avant tout, je salue tout le monde. Là, il y a pas mal de monde ce soir. Sur toutes les plateformes, on est environ 500. TikTok, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent échanger, à faire la demande, monter. Voilà, donc je donne la parole à Jeff. Ouais, ouais, rebonsoir. Alors moi, j'avais une question sur la dimension militaire du conflit, parce que ça fait 3 mois que ça dure, et depuis 3 mois, bah, finalement, Israël n'a pas atteint ses objectifs officiels, puisque le Hamas est toujours actif. Tous les jours, il y a des annonces de soldats israéliens qui sont tués dans les combats, et les otages sont toujours entre les mains du Hamas. Donc finalement, est-ce que d'un point de vue strictement militaire, même si Israël a fait énormément de dégâts, est-ce que c'est pas un échec finalement, puisqu'en 3 mois, bah, aucun des deux objectifs n'a été atteint, ni la libération des otages, ni la neutralisation du Hamas. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est une défaite militaire terrible pour Israël. C'est-à-dire, vraiment, vous savez, enfin, moi, personnellement, enfin, je fais mon mea culpa. J'ai fait une vidéo 2 ou 3 semaines après le début des hostilités et j'avais dit comme ça, enfin, j'avais exprimé l'opinion d'une victoire militaire, en tout cas, israélienne. Et là, vraiment, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tous les observateurs sont surpris par la préparation militaire des organisations de Gaza, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a le djihad islamique, il y en a 8 ou 10 comme ça, et qui se battent, mais qui donnent des leçons de courage et de tactique. Enfin, je veux dire, ils en tuent presque tous les jours 3, 4, 5, ce qui est pour Israël absolument colossal. Et aussi, les Israéliens ont rêvé de refaire le coup d'Entebbe. Entebbe, en 1976, il y avait un avion d'Air France, je crois, qui a été détourné vers l'Ouganda. Et l'aéroport s'appelait Entebbe. Et donc, à l'époque, c'était des militants pro-palestiniens ou palestiniens, je ne sais pas de quel groupe, parce que parfois, il y avait des Japonais aussi ou des Allemands qui donnaient un coup de main. Et bien, les Israéliens ont dit oui, on va négocier, etc. Et ils ont envoyé un avion qui s'est posé discrètement et ils ont réussi à libérer les otages et à abattre les terroristes, enfin les preneurs d'otages. Je n'ai pas envie d'appeler les terroristes, enfin, bon, qu'ils appellent terroristes. Bon. Et donc, c'est rentré dans le mythe de l'invincibilité israélienne. C'est-à-dire que Netanyahou et les chefs militaires ont certainement rêvé de libérer les otages sans rien donner et de les ramener, de dire regardez comment on est fort. Mais en fait, tout le mythe, les grands mythes israéliens sont en train de tomber et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une leçon pour l'avenir fantastique. Et donc, c'est vrai qu'en 3 mois, ils n'ont pas réussi grand-chose, sauf détruire. Bon, mais ça, c'est vraiment ils ont des avions, des missiles sur des populations sans défense, mais sur le terrain, et le Hezbollah, par exemple, il y a quelques jours, ils ont bombardé l'une des 2 plus grandes bases de surveillance qui se trouvent dans le nord d'Israël, à Méron, et enfin, c'est vraiment un coup terrible pour... vous savez, Israël qui a toujours eu cette image de guerre éclair, d'armée ultra puissante, perfectionnée, qui termine. Enfin, je veux dire, ça fait 3 mois quand même. Ne pas arriver à bout du Hamas en 3 mois, c'est absolument hallucinant. Et je pense que c'est quand même, ça marquera l'avenir des relations sur le plan militaire, par exemple. Alors, on a Golpiz avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Wally, bonsoir Monsieur Cohen. Moi, je vais essayer d'être très circoncis. Donc, j'ai 2 petites questions très rapidement. Est-ce que j'aimerais avoir l'avis de Monsieur Cohen sur le complot, c'est-à-dire que on a cette théorie qui dit que justement les Israéliens ont laissé faire l'attaque du 7 octobre pour récupérer la bande de Gaza. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième chose,
j'aimerais avoir votre avis sur la gourmandise d'Israël, dans le sens où ça fait 75 ans qu'ils ne donnent pas justement d'État aux Palestiniens. Et est-ce que c'est ça justement qui va peut-être provoquer leur chute, comme la chute du régime sioniste, comme on a eu par exemple la chute du régime nazi, on a eu beaucoup de régimes comme ça dans l'histoire qui ont disparu. Donc, est-ce que l'entêtement aussi des Israéliens va peut-être justement, et leur supériorité à tous les plans, va justement provoquer leur chute à long terme? Donc, voilà, merci. Alors, d'abord, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a des éléments qui font penser que. Alors, on ne sait pas, enfin, il n'y a pas eu d'enquête officielle, mais ce qu'on sait, c'est que il y a des choses troublantes quand même qui sont passées. Je veux dire, par exemple, ça c'est connu, que tous les chefs étaient réunis, les chefs militaires des renseignements étaient réunis dans un bureau, quelque part, et ils n'ont pas donné instruction de réagir pendant 5 heures. Comment ça se fait que l'attaque ayant commencé à 6 heures, ils n'ont commencé à réagir qu'à 11 heures? Donc, enfin, ils se sont dit, il y a quand même des éléments pour dire que, manifestement, ils ont dû se dire, on va laisser faire. Voilà. Pour éventuellement, après, disons, qu'on ait quelque chose qui nous donnerait une justification pour quelque chose. Voilà. Bon. Deuxièmement, ils ont bombardé, ils ont tué énormément d'Israéliens qui allaient avec le ravisseur vers Gaza. Donc, ils n'ont pas, ils n'ont pas cherché l'apaisement, ils n'ont pas cherché, à limiter les dégâts, voilà. Et par exemple à fermer la frontière et à se battre avec les ravisseurs, mais plutôt à donner une dimension extraordinaire à l'attaque du Hamas. Et donc c'est fait exprès, ça veut dire qu'ils ont sacrifié quelques centaines de leurs compatriotes pour donner une dimension spéciale, exagérée, voilà, qui permette cette réponse. Il est probable, vous savez, moi j'avais dit qu'au début de 2023, il y a eu des pourparlers entre l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne pour exploiter en commun des ressources gazières au large de Gaza, des ressources absolument fantastiques. Bon. Et donc, il est probable qu'à partir de ce moment-là, les Israéliens ont pensé que, ça serait bien peut-être de liquider le Hamas, de liquider la population de Gazaouis et d'établir une bonne fois pour toutes une présence israélienne qui assurera la sécurité, qui assurera la stabilité de cette zone, qui va être riche économiquement parlant, avec la complicité de l'Égypte et de l'autorité palestinienne. Vous savez, le Hamas n'a jamais été populaire en dehors du peuple, mais les régimes arabes, ils le détestent. Donc, comme ils ont toujours détesté tous les mouvements palestiniens de résistance armée. Maintenant, la deuxième chose, est-ce que le fait de pousser trop loin, est-ce que ça ne va pas provoquer leur perte? La semaine dernière, j'avais parlé de l'hubris sioniste, ça veut dire la recherche de le faire, vous savez, d'après cette légende grecque, de rendre les gens tellement puissants qu'ils vont à leur perte, mais pour les Israéliens, jusqu'à présent, ça leur a réussi. C'est-à-dire que, logiquement, on pourrait penser, comme vous dites, qu'à force de pousser, il va y avoir un effondrement. Or, jusqu'à présent, ils ont réussi à neutraliser leur grand ennemi, leur grand adversaire, qui était l'Égypte, qui a signé une paix séparée. Donc, ils ont neutralisé l'Égypte. Ils ont réussi à faire détruire l'Irak, la Libye, la Syrie est dans un triste état. L'Arabie saoudite, elle va
allait quasiment signer la normalisation avec Israël, mais à mon avis, elle le fera dans quelques mois. Donc, d'un point de vue cynique, machiavélique, je crois, leur calcul n'est pas faux. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils se disent, ça nous a réussi, ça leur a réussi, il faut reconnaître. C'est-à-dire, maintenant, reste à savoir si, comment dire, à un moment donné, c'est vrai que avec le jugement, par exemple, de la CIJ, avec le détachement de pas mal de pays comme la Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine qui prend ses distances avec Israël, arrête son commerce, etc. Il y aura probablement un dégagement du monde vis-à-vis de ce pays, mais est-ce que ça suffira pour le faire tomber? Voilà, moi, ça me paraît quand même, enfin, en tout cas, je ne m'engagerai pas là-dessus. On verra dans quelques mois comment ça va se passer avec la CIJ, mais quand même, pour moi, ce pays reste encore puissant. C'est une société puissante et qui a encore des ressources et qui a un soutien inconditionnel de l'Amérique. Maintenant, est-ce que l'Amérique sera toujours aussi puissante dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Sont vraiment des éléments dont on ne peut pas juger. Mais pour le moment, en tout cas, enfin, c'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines années, je ne vois pas comment Israël pourrait sombrer. Voilà, c'est-à-dire vraiment où on dira, bon, allez, dégagez, il n'y a plus de sionisme, on va mettre la Palestine à la place. Voilà, ça paraît quand même un peu prématuré pour l'affirmer. Alors, on prend 1 ou 2 questions et puis après on. D'accord, alors on va prendre Jaja qui est avec nous et après il y a un intervenant sur TikTok qui prendra la parole aussi. D'accord. Jaja, votre micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais poser une question à Jacob Cohen. Je voulais savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas accepter la victoire d'Israël et d'accepter la victoire d'Israël et de partir et de leur laisser le terrain avant qu'ils tuent tout le monde. Et deuxième question, vous personnellement, vous n'avez pas de peur pour votre sécurité, pour tout ce que vous dites sur Internet, vous n'avez pas de menaces, rien. Et voilà, c'était mes questions. Et je voulais vous dire que vous avez un grand courage pour les deux. Merci. Écoutez, je commence par la deuxième question, mais la première question, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas, Wally, si vous l'avez. Est-ce qu'on ne devrait pas accepter la victoire d'Israël et partir comme si c'est une guerre, mais voilà, accepter la défaite et éviter le moindre massacre et à l'ONU dire voilà, on accepte notre défaite, on vous laisse le terrain, quoi. On vous laisse la victoire, quoi, avant qu'ils tuent tout le monde, quoi. Je ne sais pas, si vous étiez un Gazaoui, vous n'aurez pas accepté, probablement, non? Je ne sais pas, je veux dire, les Gazaouis, ceux qui habitent à Ramallah, ceux qui habitent en Cisjordanie, ils n'ont pas envie de partir, ils n'ont pas envie. Gaza, qui sont enfermés. Oui, mais enfin bon, il faut leur demander. Si des gens ont tenu, c'est que c'est un peuple qui a un sentiment national, qui a une dignité, qui a envie de. Mais qui n'a pas la force. Pardon? Qui n'a pas la force de se défendre, parce qu'on a perdu la moitié du territoire déjà. Oui, mais c'est pas. Non, mais on peut. Vous savez, ils peuvent voir aussi qu'Israël a reçu des coups terribles. Donc, au contraire, moi, je crois que beaucoup de Palestiniens se disent que, après tout, l'ennemi qu'on a en face n'est pas invincible. Voilà. Le Hamas l'a démontré. Le Hezbollah est en train de le démontrer, donc il n'est pas si terrible que ça. Voilà. Bon, je ne sais pas. Je trouve que. Je veux dire, si ce peuple-là. Regardez par exemple la Cisjordanie, ils ont la possibilité de partir. Les gens de Gaza, ils n'ont pas tellement la possibilité de quitter la bande de Gaza avant.
Jusqu'à présent, il n'avait pas la possibilité, avant cette guerre, il n'avait pas la possibilité de quitter. Voilà. Il fallait l'autorisation de l'Égypte ou d'Israël pour sortir de la bande de Gaza. Par contre, ceux qui habitent en Cisjordanie, regardez comment ils tiennent. Malgré tout, ils ont les check-ups, les checkpoints, ils ont le harcèlement, enfin, toutes sortes je veux dire, du point de vue du travail, quand ils vont d'une ville à l'autre, ils sont contrôlés, les bavures et tout, et pourtant, ils continuent à y vivre alors qu'ils ont la possibilité de partir. Hein. Voilà, donc ils ont un sentiment, ils ont une identité avec cette terre, ils ont une histoire avec cette terre, il n'y a pas de raison enfin, je ne sais pas. En tout cas, l'exemple est là que ces gens-là, ces peuples, malgré tous les coups qu'ils reçoivent depuis 75 ans, eh bien, ils tiennent tête. C'est quand même extraordinaire, quand même. Alors, vous avez posé une autre question concernant ce que vous dénonciez. Oui. Bon, Bon, voilà. Vous aviez déjà répondu par le passé, mais voilà. Avant oui, j'ai eu quelques soucis, mais depuis quelques temps, j'ai pas vraiment. Bon, il est vrai que peut-être, moi, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu de plainte particulière. Bon, je publie, enfin, je veux dire, en dehors, il y a des sujets sensibles sur lesquels que j'évite, voilà, parce que je connais un peu leur manière de penser, leur manière d'être, mais je m'exprime quand même plus ou moins librement, et enfin, jusqu'à présent, ça va, il n'y a pas de souci. Oui, Alors, Monsieur Cohen, alors juste avant de conclure, parce il y a quand même 2-3 personnes sur TikTok. C'était Gilles qui était monté en premier. Je vais donner la parole à Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Je m'appelle Gilles, moi, j'habite depuis la Guadeloupe et je vous appelle monsieur. On n'entend rien. Hein. Donc, attends, Gilles, s'il te plaît, 2 petites secondes parce que monsieur Cohen ne t'entend pas bien. Essaye d'ajuster. Oui, et là, c'est mieux. Là, c'est un peu mieux. Vas-y. D'accord. Donc, sachez, monsieur Cohen, que vous avez quand même une certaine audience. Moi, je vous appelle depuis la Guadeloupe et j'apprécie vraiment vos interventions et votre clairvoyance. Donc, je ne serai pas long, mais ma question, c'est tout à l'heure, vous avez bien fait le distinguo entre la Cour pénale internationale, la CPI, et la Cour de justice de l'ONU. Si la Cour de justice de l'ONU prend des mesures, est-ce qu'il pourrait, par exemple, envoyer les casques bleus comme force d'interposition dans la bande de Gaza? Ok. Voilà, j'ai terminé. Merci. Ok. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le chapitre 7. Dans la Charte des Nations Unies, il y a le chapitre 7 qui prévoit l'utilisation de la force par l'ONU. Bon, comme par exemple, vous savez, la guerre de Corée de 1950 à 1953 était une guerre faite au nom de l'ONU. Mais à l'époque, l'URSS avait déserté le Conseil de sécurité. Sauf que l'ONU peut le faire, mais ce n'est pas l'Assemblée générale qui peut adopter ce genre de mesures. C'est le Conseil de sécurité. Or, au Conseil de sécurité, il y a l'Amérique qui a le droit de veto, sans compter l'Angleterre et la France, mais enfin l'Amérique. Donc, les Nations Unies ne peuvent rien faire du point de vue concret, par exemple, envoyer des casques bleus, faire une intervention, prendre des sanctions, des mesures concrètes, militaires ou économiques. Il faut qu'il y ait l'aval des 5 puissances qui ont le droit de veto. Or, il est évident que si on arrive à cette extrémité, l'Amérique va mettre son droit de veto et donc l'ONU sera paralysée. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est que malheureusement, enfin, avec la CIJ, c'est qu'on peut avoir des décisions très courageuses et très favorables aux Palestiniens, aux Gazaouis, mais malheureusement, lorsqu'on passera au côté pratique,
au côté concret d'application, à ce moment-là, on retombera dans comment dire, la gouvernance onusienne et qui est soumise au droit de veto. Et donc, voilà, ça sera comme ça. Alors, Monsieur Cohen, juste avant que vous quittiez, Oui. je tenais quand même à vous dire, vous savez, la semaine dernière, je vous avais parlé j'avais mis un lien PayPal pour aider justement avec les moyens qu'on peut. Donc, la Palestine, j'avais mis un lien PayPal et ce lien PayPal a été donc j'avais eu un donateur qui avait donné donc si ce donateur est là, bah, je le salue et je le remercie. Par contre, malheureusement, ce PayPal a été signalé et donc bloqué par j'ai reçu une notification comme quoi ce lien n'était plus éligible et du coup voilà, donc on voit très bien que quand on veut organiser quelque chose pour aider la Palestine, c'est bloqué. Voilà, c'est ça le travail des Sayanim. Voilà. Et donc, moi, étant donné que je sais pas parce qu'on nous a bloqué ce lien PayPal qu'on ne va pas continuer à aider, donc j'ai recréé un autre lien. Je suis passé par un autre organisme de cagnotte. Donc, j'ai remis ce lien en description pour celles et ceux qui veulent participer. Voilà, vous avez le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Sur mon compte TikTok, pareil. Et donc, sachez que toutes les donations iront directement à Nabila Kilani, qui est sur le terrain en Palestine, qui fait un travail humanitaire. Et ce sera en toute transparence. Voilà. Donc, une dernière personne sur TikTok et je vous libère, Monsieur Cohen. D'accord ? Très bien. Allez. Abou. Oui. Si Abou, il veut intervenir, sinon Satina. Salam alaikum, Shalom. Très heureux de pouvoir poser une question à M. Cohen. Donc, ma question, c'est vous êtes franco-marocain, c'est ça? Monsieur Cohen est franco-marocain, oui. Une question, si M. Cohen, imaginez dans un monde, imaginez que M. Cohen avait une influence au niveau des pouvoirs, quel conseil il donnerait au roi du Maroc et à Macron par rapport à ce conflit, par rapport à l'entité sioniste? Voilà la question. Est-ce que vous pouvez reformuler la question, Wally, parce que je n'ai pas entendu? La question, c'est si on imaginerait dans un monde imaginaire, si vous aviez une influence, ça veut dire une influence pour pouvoir donner des conseils, quels conseils donneriez-vous au roi du Maroc et à Macron par rapport au conflit actuel? Non, vous savez, Macron et le roi du Maroc sont dans une logique étatique. Et la logique étatique, elle est différente de ce que nous, en tant qu'êtres humains simples, qui vivons terre à terre avec nos sentiments, etc., quand on est à la tête d'un État, on pense différemment, on agit différemment, on a une vision différente. Et c'est ça ce que les gens, enfin en tout cas, c'est ça on ne tient pas compte de cela. Si vous voulez, quand on est à la tête d'un État, c'est vrai que, comment dire, la guerre, les droits, les massacres, etc., sont des éléments secondaires, contingents. Voilà. L'essentiel pour un État, c'est comment développer le pays, comment maintenir sa puissance, comment maintenir son influence, quelle liberté de manœuvre j'ai, qu'est-ce que je peux faire dans ce monde, quelle alliance je peux faire, etc. C'est ça la réflexion d'un chef d'État. Et donc, tout ce qui est droit, humanisme, ça passe au second plan. Ce sont des choses qui viennent pour la propagande, pour les idées. Mais en fait, c'est pas ça qui. Donc, j'imagine que quand le roi du Maroc s'allie avec Israël, c'est qu'il considère que c'est très important pour son pays, qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être que ça. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais en tout cas,
il se trouve que au-delà, vous savez, au-delà du sentiment du musulman sur Al-Quds, du Palestinien qui se fait massacrer, etc., ce sont des éléments qui ne le touchent pas, comment dire, qui le touchent, mais pas de manière à changer, à modifier sa politique. La politique d'un État se fait à un autre niveau, à un niveau où le cynisme et les intérêts sont de mise. Voilà, c'est pas. Donc, c'est Macron, il subit les influences qu'il subit, il connaît les rapports de force. Il sait par exemple que même s'il voulait, il ne pourrait pas, par exemple, condamner Israël parce qu'il ne peut pas, c'est tout, ça ne se fait pas. Et donc, j'imagine que le chancelier allemand, c'est pareil, et le roi du Maroc, c'est pareil. Et donc, en fait, ils ont une vision de chef d'État qui est autre que d'un simple humain que nous sommes. Nous raisonnons pas terre à terre, mais en fonction des choses humaines. Alors que pour un chef d'État, même du Maroc, eh ben, la colonisation d'Al-Quds, il sait qu'il se bat pour Al-Quds, mais lui, il pense, en tout cas, il a la liberté de penser, bien sûr. Il peut se tromper, après tout. Et un chef d'État peut faire une mauvaise alliance. Ça peut arriver. Un chef d'État peut déclencher une guerre qu'il va perdre. Mais il n'empêche qu'il n'en reste pas moins qu'un chef d'État pense en termes d'intérêt supérieur de l'État. Voilà. En fonction des intérêts, des alliances, des possibilités, des pressions. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'un chef d'État subit comme pression. Par exemple, une pression américaine sur le Maroc, est-ce qu'on sait ce qui se dit sur ce plan-là? Pas vraiment. Bon, voilà. Alors, Satina, je suis désolé, Monsieur Cohen va nous quitter. Est-ce que vous prenez Satina, la dernière? Bon, allez, si vous me prenez par les sentiments maintenant. C'est gentil, merci, Monsieur Cohen. Allez, Satina, vas-y. Oui, bonsoir, Monsieur Cohen. C'est pas une question qui va être longue. C'est juste pour savoir si vous aviez connaissance déjà du plan Dalet 1948, qui est de notoriété publique, qui serait le plan d'Israël, dépeignant un petit peu ce qui se passe actuellement à la bande de Gaza, donc les attaques, le plan d'action, etc., etc., et aussi du projet Ville Nova, donc Smart City de la bande de Gaza, qui c'est une ville intelligente en fait, un peu du style de Neom, si vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Cohen. Oui. Et ce plan-là qui était en fait prévu il y a déjà pas mal d'années. Je veux dire, Nova City, Smart City à Gaza, à la bande de Gaza, c'est assez connu. Et je ne sais pas qui participe à tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays impliqués. Mais est-ce que vous aviez connaissance de ça? Merci. Alors, moi, je n'ai pas eu connaissance. Je reconnais que j'avais pas. Non, ça m'a échappé. Alors, en tout cas, il est possible. J'avoue mon ignorance dans ce domaine. Ça m'a échappé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Israël n'a jamais montré une volonté de faire un nettoyage ethnique de Gaza. Voilà. Ce nettoyage ethnique est venu vraiment en octobre 2003. Peut-être qu'il était dans les cartons, mais en tout cas, parce qu'il y a eu plusieurs confrontations armées avec le Hamas en 2014, enfin, tous les 2 ans à peu près, il y a une confrontation armée, mais qui dure une semaine. Voilà. Et il n'y a jamais eu, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu la volonté, ou en tout cas un projet déclaré de vouloir nettoyer. Ça veut dire que chaque fois qu'il y avait eu des bombardements sur Gaza, et c'était des bombardements limités. Enfin, je veux dire, vraiment limités. Et donc, cette fois, il y a eu vraiment un plan, peut-être préparé depuis longtemps, peut-être avec l'accord
comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à cause du gaz, peut-être avec la complicité de l'Égypte, de l'autorité palestinienne, de l'Europe, d'aller vraiment de faire le nettoyage ethnique. Mais c'est la première fois qu'on parle d'un nettoyage ethnique, même quand il y a eu, vous savez, jusqu'en 2005, il y avait des colonies sionistes à Gaza. Il y avait 8000 habitants, 8000 colons à Gaza, avec des fermes, des implantations, voilà, comme en Cisjordanie, mais qui n'ont pas dépassé les 8000 colons. Mais même à l'époque, on ne parlait pas, en tout cas à ma connaissance, on n'a jamais parlé d'un nettoyage ethnique. Voilà. Et donc, il était peut-être dans les cartons, mais à ma connaissance, on n'a jamais, c'est la première fois en tout cas qu'on en parle, en 2003, et mis en application avec cette volonté réelle, vraiment, toutes ces destructions, elles ont un sens. C'est-à-dire quand on détruit toutes les installations nécessaires à la vie d'une population, même les cimetières ont été détruits. Le palais de justice, à Gaza, il paraît qu'il y avait un palais de justice extraordinaire qui a été détruit. L'université a été détruite, les mosquées sont détruites, les écoles, etc. Donc, en fait, on prépare, et c'est la première fois que ça arrive. Voilà. Jamais il n'y a eu même un début d'application d'un tel plan. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Merci. À la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Bonne soirée, M. Cohen. Alors les amis, je clôture juste sur mes plateformes et je reviens vers vous sur TikTok. Alors voilà, donc pour cette chronique et cette première sur TikTok, donc je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Juste comme je l'ai dit, j'ai eu des messages sur le chat, donc le lien, vous l'avez en description sur YouTube, vous l'avez sur mon profil TikTok, vous l'avez partout, pour celles et ceux qui veulent faire un geste, participer ou le partager. Voilà, vous pouvez y aller sans problème. Je termine avec ceci. Il y aura d'autres invités avant la semaine prochaine pour l'instant, il n'y a rien de programmé, John. Mais je clôture juste là et puis après, je reviens vers vous sur TikTok. Alors, attends 2 secondes. Voilà, je mets le sac. Bon, je vous donne rendez-vous donc jeudi pour la prochaine chronique. Voilà, salam alaikum, bonne soirée. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Que naît dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique,
antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Et moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste. Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à l'invention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde. Tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie.